Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet absolument omniprésent dans nos sociétés contemporaines, la numérisation du monde à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés. Nous allons aborder cette thématique d'un point de vue éminemment géopolitique et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Thomas Flichier de la Neuville, titulaire de la chaire de géopolitique à Rennes School of Business. Alors Thomas, bonjour, est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? J'enseigne la géopolitique depuis une quinzaine d'années. J'ai été d'abord professeur à l'école à Sciences Po Bordeaux, puis à l'école navale, puis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et aujourd'hui, j'anime la chaire de géopolitique de Rennes School of Business en proposant des programmes qui hybrident, qui mélangent les humanités avec le management. Parfait, et donc avec vous, nous allons aborder cette question de numérisation du monde, je le disais en introduction, omniprésente aujourd'hui bien entendu, avec d'abord un premier paradoxe, j'allais dire assez structurant. On voit d'une part de plus en plus une sorte de résurgence des cultures, des spécificités, des particularités culturelles à travers le monde, et d'autre part une mondialisation qui a peut-être tendance parfois justement à lisser les cultures, et la numérisation du monde va de pair un petit peu avec ce phénomène, et a tendance justement à uniformiser en quelque part le monde. Alors comment ces deux phénomènes qui semblent de prime abord peut-être assez paradoxaux peuvent justement se confronter et se superposer au sein de nos sociétés contemporaines ? Alors on constate à l'évidence une résurgence des identités religieuses, une radicalisation des identités religieuses, une résurgence des cultures, l'émergence de cultures fortes, quelquefois même de cultures recomposées, composées par des faussaires. Et tout notre paysage social est marqué par donc le renouveau, la réoxygénisation de cultures qui paraissaient mortes. Et dans ce cadre-là, on aurait pu penser que la technologie allait mettre fin, détruire, lisser, standardiser ces cultures renaissantes et finalement nous remettre sur pied d'égalité. Eh bien, c'est peut-être l'inverse qui se passe. En effet, le monde économique dans lequel nous sommes vit, se nourrit de nos données, des informations que nous produisons. Il a donc intérêt à la connexion permanente, et la connexion permanente nous enferme dans des bulles où nous correspondons avec surtout des gens qui partagent les mêmes goûts que nous, et donc la mise sous cloche de l'humanité, la numérisation du monde, c'est elle qui en réalité génère la radicalisation des cultures. Ces deux phénomènes sont concomitants, ils se nourrissent l'un de l'autre. Plus nous numérisons, plus nous allons voir la résurgence des cultures, et donc plus nous aurons besoin, dans l'économie, de cadres qui ont des outils mentaux pour entrer dans une culture. Oui, c'est très clair, et effectivement, cette question-là est forcément connexe avec celle des réseaux sociaux qu'on va sans doute aborder un petit peu plus tard. Alors, peut-être d'abord une seconde question. Vous parlez dans vos écrits de la notion de grande réinitialisation. En quoi, tout simplement, ce concept, à quoi se rapporte finalement ce concept dont vous faites mention dans vos ouvrages ? Eh bien, beaucoup de médias parlent aujourd'hui de grande réinitialisation du monde, et Thierry Malret et Klaus Schwab ont publié un ouvrage à ce sujet, qui a pour titre La grande réinitialisation. Ces deux hommes qui sont des anciens du Forum de Davos arguent dans ce livre que la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés va se traduire par une remise à zéro par la technologie du monde. Il est certain que nous entrons dans un temps de transition, dans un temps de rupture, dans un temps peut-être d'effondrement partiel de certains pans de l'économie. Cependant, il est évident que le monde va conserver des liens avec ce qu'il était il y a encore une dizaine d'années. Alors, un autre sujet maintenant tout autre, évidemment toujours qui a trait à notre sujet, mais ce qui est assez frappant effectivement dans cette numérisation du monde, c'est de voir à quelle vitesse phénoménale elle s'est produite. On peut notamment penser à l'iPhone, aux premiers smartphones qui sont sortis à la fin de la décennie 2000. Aujourd'hui, ils sont totalement omniprésents dans nos vies. Finalement, quels sont les fondements biologiques qui expliquent cette espèce de fascination que nous avons pour Internet et pour les écrans, et on le voit notamment avec les plus jeunes générations qui se retrouvent avec des tablettes dans les mains dès leur plus jeune âge aujourd'hui. Pourquoi biologiquement finalement est-on si omnubilé par ces écrans et par ce monde du numérique ? Alors on est dans un temps d'accélération technologique inouïe. D'ailleurs, ce temps d'accélération technologique va forcer les organisations, les gouvernements, les services de renseignement à se réorganiser, puisque les organismes trop lourds sont d'ores et déjà
inaptes à anticiper le futur en raison de l'accélération technologique. Donc seules des équipes peu nombreuses et imaginatives vont être capables d'anticiper et de faire de la prospective. Mais la fascination pour l'écran, pour notre téléphone, eh bien, elle n'est pas le produit ou l'invention de prétendus génies californiens. En fait, elle se fonde sur des mécanismes de captation de l'attention qui sont bien connus et qui s'enracinent dans des travaux qui ont été faits depuis la fin du XIXe siècle sur le conditionnement animal. On peut penser à des auteurs comme Skinner, qui dressent des pigeons et qui trouvent en fait des leviers de conditionnement qui fait que si nous n'y prenons pas garde, nous serons conditionnés par Internet comme des animaux peuvent l'être. Alors c'est très intéressant comme question et justement pour rentrer un petit peu plus dans le détail, est-ce que cette espèce d'emprise, j'allais dire presque, pour utiliser un terme un peu fort, voire péjoratif, est-ce que cette emprise s'opère de la même manière selon qu'on s'adresse à des individus ou à des foules, un ensemble d'individus comme c'est le cas notamment sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les foules, les leviers étaient un petit peu différents. On connaît bien les travaux de Gustave Le Bon, par exemple, qui a publié la psychologie des foules à la fin du XIXe siècle, où, si on veut synthétiser sa pensée, Le Bon explique que pour pouvoir capter l'attention d'une foule, il faut lui adresser un message de la forme la plus simple possible, sous la forme ce qu'il appelle une idée-image. Cette idée-image, il faut la créer, ne jamais chercher à la démontrer, la répéter à l'infini. Bonaparte disait « la meilleure forme de rhétorique, c'est la répétition ». Et ensuite, par simple contamination émotionnelle, cette image va imprégner et va se répandre à l'intérieur de la foule. La différence, donc les travaux de Le Bon ont naturellement été utilisés par les grands dictateurs du XXe siècle afin de conditionner les foules lors des meetings géants des régimes totalitaires. Aujourd'hui, le contexte est un petit peu différent puisque, en lieu et place de ces meetings géants, nous sommes seuls face à notre téléphone ou notre ordinateur. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des leviers sont sensiblement différents puisque nous avons une individualisation de la captation de l'intention qui va varier selon les individus en fonction de leurs goûts, de leurs options. Et de même que nous avons aujourd'hui, en matière économique, une individualisation du produit où les entreprises vont chercher à créer des produits qui soient les plus proches, qui correspondent le mieux au client tel qu'il est avec ses propres goûts, de la même façon, pour capter notre attention, eh bien, les outils Internet vont utiliser nos propres goûts afin de nous diriger subtilement vers le produit à acheter. Alors cette emprise du numérique sur le monde, elle n'épargne pas, bien sûr, elle n'épargne pas la sphère politique qui elle aussi s'est emparée avec force de cette question du numérique et des réseaux sociaux. Alors on peut penser il y a quelques années maintenant au printemps arabe qui bien sûr ont trouvé pour relais les réseaux sociaux. On peut penser aussi plus proche de nous à la campagne de 2016 et même de 2020 où voilà, il y avait cette question des hackers russes, il y avait en tout cas cette question de l'influence des GAFA notamment sur le résultat des élections américaines. Simplement, comment cette notion de marketing politique et d'influence politique via la numérisation s'est-elle progressivement immiscée dans la sphère politique et que faut-il en penser aujourd'hui ? On pourrait dire qu'aujourd'hui, les actions qu'on mène pour gagner une élection, le marketing politique, est devenu un sous-produit du marketing tout court. Donc ce sont en fait les techniques de marketing mises au point depuis les années 30 pour capter l'assentiment qui sont utilisées avec maintenant l'analyse des données de masse afin de capter l'attention et de capter le vote. Les sociétés qui proposent des solutions de marketing politique se concentrent sur les indécis. En effet, les individus qui ont des choix trop marqués ne vont pas être ciblés par ces sociétés de marketing politique. Ce qu'il faut, c'est finalement cibler le ventre mou des indécis afin de les orienter. On sait d'ailleurs que les tests de personnalité gratuits qu'on trouve sur Internet ont pour seul but, s'ils sont gratuits, d'identifier nos goûts et de pouvoir ensuite nous cibler d'un point de vue marketing. Et ce marketing politique utilise l'agrégation des données et le traitement des données automatisées pour produire des contenus et des discours. Aujourd'hui, les hommes politiques ne font plus vraiment de discours cohérents et nous ne nous en apercevons pas ou le public ne s'en aperçoit pas parce qu'il ne lit plus. Donc le discours est souvent inintelligible. En revanche, même si le public ne comprend rien, il y aura 10 secondes pendant lesquelles il va être touché par le message. La raison est très simple. Le discours est construit comme une agrégation de phrases, chaque phrase en fait frappant
une section particulière de l'électorat. Oui, voilà, donc on voit cette logique, vous le disiez, effectivement, prêtée au marketing qui aujourd'hui se répand dans la politique et bien sûr avec derrière cette numérisation qui devient de plus en plus prépondérante et qui bien sûr cristallise tout cela. Une autre notion maintenant que j'aimerais évoquer avec vous, c'est celle d'enfermement numérique. Vous en parlez dans vos ouvrages, c'est aussi une notion qui est de plus en plus présente justement dans les ouvrages de référence sur la question. Qu'est-ce que c'est concrètement l'enfermement numérique ? On pourrait dire qu'avec la crise sanitaire, les frontières nationales entre les États ont été effacées de façon temporaire. En revanche, les nouvelles frontières qui sont nées sont celles qui sont nées entre les individus, puisque nous avons été isolés. Et l'enfermement numérique, c'est simplement la conséquence extrême de l'économie de l'attention qui nous focalise sur un écran. La conséquence de l'enfermement, c'est de créer une sorte d'homogénéité entre une micro-communauté qui partage des mêmes options, des mêmes goûts, et donc qui va les porter jusqu'à l'incandescence, jusqu'au paroxysme. Elle est générée par en fait un système qui veut savoir qui nous sommes afin de nous vendre des produits. Alors justement, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, comment analyser cette notion à la lumière de la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui ? Forcément, c'est un temps assez particulier, il y a un temps d'enfermement aussi physique. En quoi justement l'enfermement numérique se marie, j'allais dire, avec cette crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui et ces confinements successifs ? On considère que la crise sanitaire a accéléré de 3 ans la connectivité, ou en tout cas la mise en connexion de l'humanité. Donc on a fait l'économie, si je puis dire, de 3 ans. Donc il y a eu un bond technologique, un bond dans la numérisation à la faveur de la crise sanitaire, que ce soit voulu ou non. C'est la conséquence, c'est la séquence logique. Or, l'enfermement n'est pas une notion neutre, puisque dans les sociétés, depuis très longtemps, même dans les sociétés préhistoriques, l'enfermement d'un individu, d'une communauté, est un rite de fondation, un rite de purification. Lorsque vous regardez des monuments préhistoriques, très souvent vous trouvez l'architecte enfermé dans les fondations du monument. Et dans les monuments médiévaux, on a pu voir dans la cathédrale de Strasbourg, par exemple, des pigeons ou un chat enfermé à la base du monument. Donc l'enfermement, c'est un rite de fondation d'un monument ou d'une cité nouvelle. C'est aussi un rite de purification d'une collectivité qui veut s'absoudre d'un mal. On retrouve cela à travers la crise que nous connaissons. Et alors, si on rentre un petit peu dans le détail, comment les civilisations, donc à travers le monde, pas uniquement notre civilisation occidentale, réagissent-elles à cette épidémie et en quoi justement notre rapport au numérique a-t-il évolué à la faveur de cette crise sanitaire que nous connaissons ? Il y a naturellement une crainte unanime de l'épidémie et de la mort. En revanche, il y a une très grosse différence entre les élites et les masses lorsqu'une épidémie se déclenche. Et on peut prendre comme exemple l'épidémie de choléra qui a eu lieu en Europe au début des années 1830, où on voit à la fois des élites qui fuient Paris ou qui font peindre entièrement leur maison au chlore, ou bien qui fuient Aix-en-Provence vers la campagne immédiatement proche, alors que la population parisienne, goguenarde, boit à la santé du choléra et explique que l'épidémie a été inventée par le gouvernement afin de faire progresser ses vues. À la même époque, à Varsovie, sur les murs de Varsovie, on peut lire « On empoisonne dans les hôpitaux » et les médecins sont pris à partie par la population. On a des cas à Paris de médecins qui ne peuvent échapper, qui ne peuvent finalement éviter d'être écharpés par la foule uniquement par l'usage de leur bistouri. Donc une attitude très différente entre les élites et les masses, et surtout des violences envers le corps médical. Et donc voilà, si on fait un parallèle effectivement avec la situation actuelle, on retrouve un petit peu ces mêmes mécanismes. Comment peut-on l'expliquer concrètement ? Pourquoi cette dichotomie que vous mentionnez entre d'une part les élites et d'autre part les masses vis-à-vis effectivement de ce rapport à l'épidémie et donc ces thèses complotistes, puisque c'est plus ou moins ce que vous mentionnez à travers cet exemple ? La réponse n'est pas évidente, mais peut-être que c'est comme si le message épidémique ne mettait pas à la même vitesse pour gagner les foules et qui s'aperçoivent bien au bout de quelques semaines que le choléra tue. Et les élites qui anticipent, se protègent. On a ce cas d'un marchand de Londres qui, pendant la peste au XVIIe siècle, fait des provisions, s'enferme, etc., etc. Donc, des mesures de précaution qui sont prises plus rapidement par certaines personnes que d'autres.
c'est peut-être une question de vitesse de propagation de la nouvelle, ou alors de sensibilité à la mort, puisque les élites ont plus à perdre que les masses affamées à cette époque. Une dernière question maintenant, d'ordre là aussi plus conclusive, hein, voilà, si on essaie de faire un peu de prospective, comment selon vous notre rapport au numérique, qui comme vous l'avez dit a énormément évolué cette dernière décennie, si voilà, on se projette maintenant à 10 ans, comment voyez-vous le rapport entre l'homme et le numérique? Est-ce que cette fracture numérique, hein, dont on parle aussi beaucoup, va se résorber, au contraire s'accentuer dans les années à venir? On est en train de connaître une numérisation accélérée de nos sociétés, avec des vitesses là encore différentes selon les individus. Mais pour progresser, pour anticiper, pour prendre de l'avance, chacun aura besoin de temps hors connexion. Et par conséquent, à la fois dans la formation des étudiants et dans la vie des cadres, on va à la fois une numérisation croissante, mais en même temps la nécessité de temps de déconnexion, ne serait-ce que pour retrouver une capacité de concentration, une immersion dans les arts, afin de retrouver la capacité de se concentrer sur un objet et finalement pour pouvoir créer de façon durable. Donc on aura demain une humanité plus connectée, mais avec des temps obligatoires de déconnexion si l'on veut continuer à vivre de façon un petit peu humaine. Ça, c'est peut-être pour les sociétés les plus avancées, j'allais dire, notamment occidentales. Qu'en est-il justement des pays où là, la fracture numérique est beaucoup plus prégnante? On peut penser notamment aux sociétés des pays en voie de développement ou encore peu développés. Alors on sait que le téléphone a fait des bonds spectaculaires en Afrique, par exemple, où il est devenu un moyen pour acheter tout simplement et pour connecter des gens qui n'avaient pas de ligne téléphonique fixe. Donc la progression a été spectaculaire en Afrique. Peut-être qu'en Afrique, cette numérisation va encore plus déboussoler ou encore peut-être creuser les inégalités entre ceux qui auront accès à l'information et ceux qui se resteront finalement hors connexion. Voilà, c'était ma dernière question. Un grand merci à vous. Donc, je rappelle Thomas Flichy de la Neuville, titulaire de la chaire de géopolitique à Rennes School of Business. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et donc, quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast sur Major Prépa.